Bonjour tout le monde. On a le plaisir de vous accueillir ici pour cette séance d'information pour le diplôme en communication stratégique internationale avec l'Université de Sherbrooke et l'Université catholique de Louvain. Donc, peut-être on va présenter l'équipe en charge du programme. L'idée, c'est aussi de vous présenter brièvement les objectifs du programme, son mode de fonctionnement, etc. Bon, il y a pas mal il y a pas mal de d'IA, mais on va peut-être pas toutes les passer. Enfin, je verrai si on les passe ou si utilement on revient sur des d'IA en fonction des questions. Voilà, donc peut-être pour présenter l'équipe, mais donc je vais passer d'une personne à l'autre. Donc Dani, je t'en prie, présente-toi. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Danny Baillargeon, professeur au département de communication à l'Université de Sherbrooke et co-responsable des programmes. Et je vous demanderais peut-être tous et toutes si vous avez la possibilité d'allumer votre caméra. On aime bien voir les gens à qui on s'adresse et surtout vous voir avant potentiellement de vous voir dans nos classes. Donc, si vous voulez bien ouvrir vos caméras, ça va nous aider à avoir un échange stimulant. Merci pour cette petite invitation. Dans l'ordre de ce qui apparaît à mon écran, Simon, je t'en prie. Oui, bien sûr, on peut continuer avec la brochette de l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis Oui. coordonnateur des programmes. Donc, je travaille en collaboration avec Dani. Ah, Mélodie. Et donc, Mélodie Voué, je suis la gestionnaire administrative du double diplôme côté UC Louvain. Voilà, et donc moi-même, François Lambotte, je suis professeur en communication organisationnelle et je suis à la fois sur le site de Mons et sur le site de Louvain-la-Neuve à l'UC Louvain, à l'école de communication. Donc les quatre personnes que vous voyez ici sont les personnes en charge du programme. Euh, voilà. Si vous tentez l'aventure et que vous êtes admis, vous devez retenir ces quatre personnes parce que c'est elles qui vont vous suivre tout du long a priori. Voilà, donc ce que je propose, c'est de partager les dias depuis mon écran et puis on va on va travailler de façon polyphonique entre nous quatre en fonction des différentes informations. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions à la fois à travers la conversation ou en levant votre main, comme ça on peut tout de suite y répondre. Et voilà, c'est sympa si vous nous interrompez aussi. N'attendez pas forcément la fin de la présentation pour poser vos questions. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Ok. Hop. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai déjà parlé du diplôme. Voilà, petite information en parenthèse, contingentée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un nombre de places limitées dans le programme. Donc on essaye d'avoir un nombre d'heures qui est minimum 8 personnes et entre 8 et 15 personnes en général par an. C'est en général ce qu'on essaye d'avoir dans le programme. On va revenir aussi sur cette idée d'avoir un brassage d'étudiants à la fois québécois, canadiens, belges, mais aussi d'autres pays ou des personnes d'autres pays qui parlent français, parce que oui, c'est un programme francophone, je le précise, mais d'où que vous veniez, du moment que vous êtes passionné de la communication, la stratégie et des questions d'internationalisation, vous êtes les bienvenus et on va rediscuter des conditions d'admission aussi, évidemment. Donc, j'ai déjà fait les présentations de l'équipe, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais enlever les petites vignettes comme ça, moi. Hop, j'essaie de voir comment. On le sait, je vois pas, mais vous voyez, mais du coup, ça cache. Nous, on voit très bien, François. Ok, Ouais. d'accord. Euh, donc,
l'idée de communication stratégique internationale, on a créé ce programme avec comme objectif de vraiment développer vos compétences à la fois dans la communication stratégique, on va y revenir pas mal de fois, mais aussi dans la dimension internationale de la communication stratégique. Donc, c'est vraiment ces deux fils rouges-là qui sont au cœur du programme. Et quand on parle d'internationalisation au contexte international, ben, on voit bien que, enfin, il n'y a pas une année où il n'y a pas des enjeux internationaux qui viennent s'imposer à nous et qui peuvent avoir des implications sur les stratégies des organisations, mais aussi sur leur stratégie de communication, que ce soit des petites organisations qui voudraient s'internationaliser ou évidemment des grandes entreprises ou des gouvernements qui font face à des enjeux à la fois géopolitiques. Cette année-ci, ce qui nous a occupés, c'est évidemment les conflits internationaux et leur impact sur l'internationalisation, mais on peut aussi penser à d'autres enjeux comme le jouet de Donald Trump, qui sont les droits de douane avec lesquels il s'est beaucoup amusé cette année, mais qui a des impacts très concrets sur la vie de nos organisations, sur leur capacité à exporter des produits, mais aussi à importer pour la production de leurs produits et leurs services. Voilà, tout ça, c'est des enjeux contextuels internationaux. La liste est tellement longue, je vais pas continuer, mais on peut continuer encore longtemps. Là, j'ai un étudiant qui travaille sur les freelances en communication, par exemple, et la façon dont la plateformisation des services de communication et la création de ces plateformes internationales crée de la concurrence au niveau local et rend parfois compliqué la vie des indépendants en communication ou des freelances parce qu'ils sont en concurrence avec des personnes à l'autre bout du monde. Ben voilà, ça c'est une forme d'enjeu d'internationalisation qui peut nous occuper aussi. Bref, c'est très difficile dans le monde où on est aujourd'hui de faire abstraction du monde en fait et de cette globalisation de nos activités. C'est ça qui nous a poussé à travailler sur cette question dans ce programme. Voilà, donc je te passe la parole. Je vais faire Dany, si tu veux, comme ça on Oui. alterne un peu sur les objectifs. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Oui, non seulement c'est pertinent et intéressant de le faire dans ce contexte international-là que vient de souligner François, c'est-à-dire être capable de développer des compétences qui vont vous permettre de comprendre comment l'international ou les enjeux internationaux influent sur la pratique que vous allez avoir dans une organisation, mais aussi, donc c'est des études supérieures, donc un deuxième cycle en communication stratégique. Et ça, cette partie-là, elle est vraiment importante. Qu'est-ce qui fait la différence entre un premier cycle et un deuxième cycle? C'est vraiment le sens analytique, la créativité stratégique et une approche professionnelle rigoureuse. Ce que ça veut dire, c'est développer, puis ça, vous allez en entendre régulièrement parler dans le cadre de vos études, mais avoir une pensée stratégique, c'est être capable de faire des liens entre différents enjeux complexes, donc qui sont à la fois politiques, économiques, technologiques, socioculturels, légaux, donc plusieurs éléments qu'une organisation vit et que ces éléments-là influent sur sa capacité à atteindre ses objectifs organisationnels. Donc, si je suis, par exemple, dans une organisation de type privé, donc dont la survie financière dépend de ses activités de communication en partie, bien, faire cette analyse stratégique-là, c'est pas juste dire, ah, ben, on doit avoir une présence sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux, c'est avoir la pensée qui vient avant. Donc, au lieu de se demander comment on fait une stratégie sur les médias sociaux, c'est pourquoi on devrait la faire, avec quel objectif, avec quel arrière-plan contextuel, politique, social, économique, international, pour être sûr d'être vraiment efficace. La pensée analytique, la créativité, c'est donc justement de faire ces liens entre des éléments que d'autres ne voient pas et d'avoir toujours cette vision un peu plus élevée dans l'organisation et dans les besoins de l'organisation. Ça, c'est première des choses et vous pourrez discuter avec des diplômés ou des finissants. Le seul fait qu'on amène dans les cours
beaucoup de grilles d'analyse, de façon de penser des enjeux, de façon de réfléchir des enjeux avec des cas pratiques, des études de cas, mais également aussi des textes, des auteurs qui permettent de voir une situation de façon plus ciblée, de façon plus critique. C'est ça que ça amène un deuxième cycle. Le deuxième cycle également amène toute la question de l'outillage. Et là, encore là, c'est un outillage en termes de connaissances et de compétences. Être capable de négocier, de présenter, donc de présenter une analyse, de discuter avec un mandataire, de discuter avec ses collègues de classe pour prendre des décisions. Et tout ça, ben, ça fait en sorte que vous allez vous démarquer. Puis là, je fais une petite aparté. Vous le savez très bien, en ce moment, il y a la montée des outils et des systèmes d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait la plus-value d'un professionnel ou d'une professionnelle en communication? Ce n'est pas sa capacité à utiliser l'intelligence artificielle ou à produire nécessairement des textes ou des contenus. Ça, de plus en plus, l'intelligence artificielle va le faire et le fait déjà très bien. Ce qui va faire en sorte que vous êtes capable de vous démarquer, c'est justement le premier point, le sens analytique, la créativité stratégique et comment vous interagissez avec votre environnement. Donc, la maîtrise, on vous amène vraiment dans ce savoir-là, ce savoir-être-là et ce savoir-faire-là qui va faire en sorte que face à des outils qui peuvent rapidement remplacer des tâches de premier niveau, bien, vous allez être capable de développer ces compétences-là de niveau supérieur. Le troisième point qui est hyper stimulant, c'est se spécialiser dans le cadre de votre mémoire, des stages et de l'intervention en entreprise. C'est-à-dire que tout au long du parcours, où est-ce qu'on élève vos capacités stratégiques, bien, vous allez quand même pouvoir développer une spécialité à travers votre mémoire. Donc, un sujet de recherche que vous allez développer. Et je sais que des fois, le terme recherche peut donner l'impression que, ben, on est dans la théorie, on est juste dans les lectures. Vous pourrez aller voir sur le dépôt institutionnel de l'UCL le type de mémoire qui est fait dans le cadre du bidiplôme et c'est toujours des mémoires, des recherches appliquées. Donc, on règle des défis, des enjeux communicationnels d'une organisation et de façon très concrète. Donc, on n'est pas dans juste emboîter des théories les unes après les autres. On fait vraiment une recherche dans un but appliqué, professionnel et stratégique. Les stages, on va en reparler tout à l'heure, et l'intervention en entreprise, ça aussi, on va en parler tout à l'heure, mais donc des occasions de vous spécialiser. Et bien sûr, si on vous amène à un niveau stratégique, à un niveau décisionnel, à un niveau où est-ce que vous déployez un sens analytique puis une créativité stratégique, bien, c'est bien sûr dans l'objectif de prendre en charge des équipes, des décisions dans une organisation, aider l'organisation à prendre des décisions d'affaires, des décisions d'orientation, de vision, parce que ben, c'est ça qu'amène la perspective stratégique. Donc, éventuellement, viser des postes de décision, de consultation, de recherche et d'analyse stratégique, c'est le profil de sortie pour lequel cette maîtrise-là a été développée. Un exemple peut-être d'une étudiante qui est en dernière année dans la maîtrise. Elle réalise sa mission dans deux grandes entreprises dans le domaine de l'énergie et dans le domaine bancaire. Et elle travaille sur la cartographie des risques liés, des risques réputationnels des organisations en lien avec l'usage de l'IA. Ça vous donne un peu une idée du type de mandat stratégique qui peut être demandé à nos étudiants. Mais donc voilà, donc c'est quand même pas rien. Comme travail et il y a cet objectif voilà, de réfléchir à l'ensemble des usages potentiels de l'IA dans ces organisations et puis de faire une cartographie et des recommandations pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ces risques et les prévenir dans le futur. Voilà, donc on en a déjà parlé, donc voilà les enjeux dont on a parlé ici, c'est un peu à la croisée des deux éléments que Dany et moi on vient d'amener. Donc pour résumer, c'est développer vos compétences à la fois internationales en communication stratégique en découvrant deux réalités qui sont celles de nos continents et de nos pays respectifs, hein,
le Canada et le Québec même si on parle français, il y a quand même une culture nord-américaine qui est quand même très différente de la culture européenne et vice-versa. Voilà, donc ça fait partie aussi de ce programme, on y reviendra. On ne l'a pas encore dit en fait, mais le programme est articulé autour de 2 années. Une année que vous allez faire à l'Université de Sherbrooke la première année et une deuxième année à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Ce qui fait qu'au-delà des enjeux de communication stratégique et des enjeux internationaux qui s'invitent dans ces enjeux stratégiques, et vous allez aussi vivre une expérience internationale en ayant cette possibilité de faire une année dans un pays, puis une année dans l'autre. Voilà. Et donc ça amène aussi une mixité, un brassage interculturel du fait que chaque année, on a des étudiants qui viennent de pays différents. Et donc ça amène aussi cette richesse-là de pouvoir vous rencontrer, échanger sur vos réalités, évidemment. Peut-être un mot sur ce nous, on attend de vous hein, en termes de profil. Évidemment, on reviendra sur les conditions d'accès, c'est-à-dire que, a priori, la plupart d'entre vous, vous êtes en fin de bachelier, puis vous allez vous chercher à vous orienter vers un master ou une maîtrise. Donc, il y a des exigences en termes de moyenne, on y reviendra tout à l'heure, donc un minimum requis dans les notes que vous avez actuellement. Donc, ça, c'est un élément important. Mais ce qui nous intéresse dans ce programme par rapport à un programme plus classique, c'est aussi l'attitude que vous allez avoir et la motivation que vous avez à rentrer dans ce programme-là. Évidemment, il faut être passionné par la communication, mais c'est peut-être les deux autres termes sur lesquels je vais insister, l'autonomie et l'engagement dans le programme. Donc, en fait, c'est une chance assez extraordinaire que vous avez si vous êtes admis dans ce programme de pouvoir y participer. Mais ça ne fait pas de vous des consommateurs. On souhaite plutôt que vous soyez des personnes actrices et acteurs de la formation. Et donc, à travers ce mot d'engagement et d'autonomie, on attend de vous que vous ne soyez pas juste dans la réception, mais dans l'action à travers votre programme. Donc, tout ce que vous allez recevoir dans ce programme va aussi dépendre de ce que vous allez vous y mettre dans ce programme. Donc, c'est une attitude, c'est une posture qu'il faut avoir, de ne pas être juste dans l'attente de ce qu'on peut vous amener, mais de ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que ce programme, ce projet soit une réussite. Voilà, ça paraît un peu bizarre d'insister là-dessus, mais pour nous, c'est vraiment une attitude qu'on attend de vous. C'est de vraiment être dans l'engagement en se disant, OK, je suis passionné et je vais être dans une approche où tout ce que moi je peux amener va enrichir aussi les autres et pas être juste dans une approche où c'est vous qui absorbez sans rien donner aux autres. Donc, c'est vraiment cet échange-là qui va faire la réussite de ce programme. Et peut-être, excuse-moi, Oui, vas-y. François, concrètement, comment ça se traduit, par exemple, dans les cours? Ben, il y a beaucoup de cours qui vont vous inviter à faire du co-apprentissage. Donc, par exemple, lire un texte, une étude de cas, la présenter aux autres, déterminer qu'est-ce qui est important à retenir de cette lecture-là ou de cette étude de cas-là. Amener aussi, il y a des cours où est-ce que vous allez avoir des mandats réels. Bien, ça veut dire aller plus loin que le client ou le mandataire nous demande ceci, donc je vais juste livrer ce que le mandataire nous demande, mais essayer d'aller plus loin, d'impressionner ce mandataire-là, d'amener son équipe à dépasser les attentes ou le minimum attendu par le mandat. On sort de cette perspective, dans le fond, de je suis à l'école pour avoir une note à la fin de mon trimestre et passer au prochain trimestre. C'est je profite de chaque occasion pour devenir encore un meilleur et une meilleure professionnelle en devenir et saisir toutes les occasions pour mettre à profit ce que je comprends de ce que je suis en train de découvrir, de la mettre à profit pour mes collègues, de co-apprendre avec mes collègues et
Donc, la dynamique, je dirais, de l'enseignant qui est devant la classe, qui donne un cours magistral, elle est renversée ou elle est plutôt horizontalisée, parce que la personne enseignante va être en avant de la classe à guider, à avancer dans le processus d'apprentissage, mais constamment vous interpellant sur qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait amener, qu'est-ce qui manque, et que chacun contribue donc plus fortement, parce qu'on s'attend au deuxième cycle à ce que vous ayez déjà une meilleure compréhension de votre discipline, de ce secteur-là dans lequel vous êtes, qui est la communication. Voilà, au-delà de ça, évidemment, il faut une curiosité par rapport aux enjeux internationaux. Enfin, voilà, vous allez être baigné, effectivement. Ça ne doit pas se limiter au fait de dire, oui, je vais aller un an à l'étranger pour faire mes études. C'est aussi s'intéresser aux enjeux qui sont des enjeux internationaux. Donc, cette ouverture sur le monde, ça implique de déjà lire la presse de façon active et d'ouvrir en fait vos yeux et de vous ouvrir à toute une série de choses que vous allez pouvoir apprendre parce que vous aurez pris cette posture de curiosité, de soif d'apprentissage et d'engagement dans la formation. Alors, c'est plus que des mots, hein. On y tient vraiment et ça fera partie des critères de sélection dans le programme, au-delà des notes, votre attitude et votre motivation, votre projet, votre capacité à vous projeter dans ce programme vont être des éléments que nous allons jauger à travers les entretiens. Si vous êtes retenu pour un entretien, on va y revenir dans le processus de sélection. Voilà, donc ça c'est un peu des verbatim qui traduisent un peu ce qu'on vient de dire, hein. Aimer s'attaquer à des problèmes complexes que des organisations vivent, être ouvert aux autres cultures, euh, s'intéresser aux enjeux internationaux, avoir envie d'aller vers des postes de décision, de leadership ou de management pas tout de suite après votre diplôme, mais dans un futur proche. On le voit dans le profil de nos diplômés qui sont plus anciens maintenant, mais de la première cohorte, qu'aujourd'hui, ils et elles ont toutes des postes quand même de manager après 5 ans. Donc, c'est quand même, voilà, soit c'est ça, soit c'est des personnes qui font de la recherche doctorale dans d'autres domaines, mais voilà, qui se sont vraiment engagés dans leur carrière. Et donc, voilà, donc ça porte ses fruits, encore une fois, si aussi vous mettez une part de vous-même dans le projet. Justement, j'ai Oui. une petite question. Le master, en fait, il nous forme pour devenir des professionnels de la communication d'entreprise internationale ou devenir un bon leadership, un bon manager ou les deux mélangés. Je n'ai pas très bien compris exactement. On va y revenir dans les cours, comme ça va te donner, à mon avis, des éléments de réponse par rapport au contenu des cours. C'est avant tout faire de vous des stratèges en communication internationale, mais disons que dans les organisations aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui sont en leadership dans l'équipe qui ont ce type de réflexion. Donc, on vous forme on vous amène à aspirer à des compétences, à ce type de position. Il y aura des cours, effectivement, où on va parler de management de la communication également, quoi. Voilà, donc forcément, de management d'équipe, ça fait partie des éléments qu'on voit dans ce cours. Alors, cohorte, on l'a déjà dit, donc 2 pays, 2 diplômes de maîtrise en 2 ans. Ça, c'est quelque chose, le fait que vous allez être une cohorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une fois le processus de sélection terminé, vous allez, on l'espère pour vous, être admis ou admise dans le programme et vous allez commencer ensemble au Québec, à Sherbrooke, et vous allez être une seule cohorte qui va se suivre pendant 2 ans. Donc en fait, vous bougez tout le temps tous ensemble. Donc il y a un esprit de cohorte qu'on souhaite qu'il se développe aussi. Mais donc c'est une cohorte par an qui bouge au même moment, qui commence au Québec et qui finit en Belgique. C'est 2 diplômes, donc ça veut dire que quand on parle de bidiplôme, ça veut dire que vous allez, à la fin de ce programme, avoir un diplôme de l'Université de Sherbrooke, donc une maîtrise en communication stratégique, et
un master en communication de l'Université de Louvain. Donc, c'est bien 2 diplômes que vous allez avoir. Et ce programme se fait a priori en 2 ans. Voilà, brève présentation de l'Université de Louvain. Donc, oui, vas-y. Excuse-moi, François, juste revenir sur la diapo précédente, quand même pour que vous sachiez un petit peu ce dans quoi vous embarquez. Une maîtrise, donc un seul diplôme, normalement se fait en 2 ans. Là, on vous donne 2 diplômes dans le même laps de temps. Alors, ce que ça veut dire, quand on parlait d'engagement, d'autonomie, ben, c'est sûr que réussir à obtenir 2 diplômes et donc avoir la valeur d'être double maître dans 2 universités, ben, ça demande un engagement, un travail constant, engagé, profond dans tous vos cours parce que pour réussir à vous octroyer ces 2 diplômes-là, ben, évidemment, tout va plus vite, tout est plus condensé, donc l'exigence qui est attendue est conséquente. Et donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de souhaiter avoir des gens passionnés et engagés et autonomes, parce que ben, le privilège de se voir octroyer 2 diplômes dans le même laps de temps que la plupart des étudiants prennent pour faire un diplôme, ben, ça implique quand même c'est ça, un engagement et une passion qui sont conséquents. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'Université catholique de Louvain vient de fêter son 600e anniversaire. Là, on vient de terminer les festivités. C'est une vieille dame, cette université. Initialement, c'était une université francophone et flamande. Puis voilà, l'Université catholique de Louvain est maintenant située sur plusieurs sites. A priori, ce programme est basé à Louvain-la-Neuve, qui est un peu au sud de Bruxelles. La Belgique étant toute petite, c'est pas très loin de Bruxelles en fait, hein, donc ça c'est quand même un élément à savoir. Et ce programme est hébergé au sein de l'école de communication, qui est une école, ma foi, qui déjà a un certain âge aussi, qui réunit un ensemble de collègues. J'en ai 16 académiques et à peu près 80 intervenants professionnels externes qui interviennent dans nos programmes. Donc, c'est une école qui se repose à la fois sur l'expertise scientifique des académiques et des scientifiques qui font des thèses, mais aussi d'une série de professionnels de haut niveau qui viennent intervenir dans nos programmes également. On a un pôle en journalisme, en communication et un troisième en médias, éducation aux médias et conception de dispositifs médiatiques. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas très loin de Bruxelles. L'intérêt d'être pas très loin de Bruxelles, mais c'est qu'on a un jet de pierre d'une série d'institutions internationales. Évidemment, c'est la capitale de l'Europe avec toutes les institutions européennes, avec toute la Brussels Bubble, qui est la sphère d'influence qui tourne autour des institutions européennes. Mais il y a aussi d'autres institutions qui sont hébergées, comme notamment le siège de l'OTAN, qui est également à Bruxelles. Bref, ça permet aussi d'être en contact avec une série d'institutions internationales qui ont des enjeux stratégiques de communication, même si la focale de ce programme n'est pas la communication politique. Le fait d'avoir ces institutions très proches de nous nous permet d'amener ces enjeux dans notre programme sous l'angle institutionnel, c'est-à-dire comment ces institutions développent leur stratégie de communication également. Voilà, donc je l'ai dit, c'est Louvain-la-Neuve, c'est une université qui est piétonne, hein, donc une ville universitaire piétonne au milieu des champs, donc c'est assez agréable d'y vivre. C'est une université où il y a à peu près un campus où il y a à peu près 25 000 à 30 000 étudiants, donc c'est une université complète, donc c'est très vivant et la vie sociale est fortement développée aussi à Louvain-la-Neuve. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter, Mélodie, par rapport à cette petite carte postale de Louvain-la-Neuve. Non, tu as tout dit. Pour l'instant, c'est bon, hein. Une bonne ambiance, en tout cas, générale toute l'année. Voilà.
Voilà, et donc je pense que c'est un peu le cas et c'est un trait commun entre nos deux universités, c'est le fait que les enjeux de transition et de développement durable sont au cœur de nos programmes. Alors, Sherbrooke a un leadership indéniable. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a un programme très ambitieux autour des enjeux de transition et de développement durable. C'est le cas chez nous maintenant et c'est vraiment un enjeu qui est de très très présent aussi dans nos enseignements et dans nos objectifs en tant qu'université. Voilà, j'ai déjà parlé des institutions européennes, donc je passe la parole à Dany. Oui, puis peut-être un élément de contexte, ce qui fait en sorte que l'UCL et l'Université de Sherbrooke travaillent ensemble, c'est qu'à la base, on est des collègues de longue date qui existaient. Notre relation avec l'UCL et l'Université de Sherbrooke existait bien avant la mise sur pied des programmes. Et ce qui fait qu'on se reconnaît et qu'on travaille si bien ensemble, c'est qu'on a quand même aussi une culture similaire sur la façon de penser la formation pour qu'elle soit et stratégique et appliquée et basée sur les organisations. Et cette proximité-là, vous allez la sentir dans les cours, mais vous allez aussi la sentir avec vos collègues étudiants. Là, on vous parle des environnements pour ceux qui ne connaissent pas, mais au final, vous allez le découvrir à travers vos collègues qui vont vous amener aux bonnes places qu'on ne peut pas nécessairement nommer dans le cadre d'une présentation comme ça institutionnelle, mais il y a plein de choses que vous allez découvrir aussi de la vie culturelle de chacune des deux pays, des deux villes dans lesquelles vous allez être. Donc, l'Université de Sherbrooke, on aime à dire qu'on est on est la plus grande des petites universités au Québec, en ce sens qu'on est un petit campus, puis peut-être passer à la prochaine diapo, ça va m'aider à exprimer. Donc, on est un petit campus réuni comme vous le voyez dans la photo du haut, dans un environnement naturel. Il y a, l'Université de Sherbrooke est propriétaire d'une réserve naturelle, la montagne du Mont-Bellevue derrière. Donc, l'environnement, il est vraiment stimulant, apaisant. Petit campus, donc à taille humaine, concrètement, ce que ça veut dire, ben, vous allez le voir. Bon, déjà, vous êtes une cohorte qui allait être toujours ensemble, mais ça fait en sorte que nos groupes courts ici au département, c'est toujours des petits groupes d'une trentaine de personnes, ce qui fait en sorte qu'on est très, très proche de nos étudiants. On aime prendre soin des étudiants et le campus est un peu conçu de cette façon-là, où est-ce que tout est proche, tout peut se faire à même le campus. Donc, plusieurs installations, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais plusieurs installations que vous allez pouvoir découvrir, sportives, des lieux de rencontre, des lieux de discussion, des lieux artistiques, tout ça à même le campus. On peut passer à la prochaine. François le mentionnait, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à l'Université de Sherbrooke pour être en fait, ça fait en sorte que la ville de Sherbrooke est une ville étudiante très dynamique. Donc, on a 3 institutions d'enseignement supérieur à Sherbrooke, ce qui fait en sorte que beaucoup d'étudiants, 80% environ des étudiants de l'Université de Sherbrooke proviennent de l'extérieur de la ville de Sherbrooke, ce qui fait qu'il y a une grande pollinisation entre les cultures, entre les façons de faire, et ça fait donc de la ville de Sherbrooke une ville très, très étudiante. Une des choses qui est non négligeable, étant donné la volonté de l'Université de Sherbrooke et le rôle central qu'elle occupe dans Sherbrooke, on a une entente avec le service de transport en commun qui fait en sorte que le transport en commun est gratuit pour tous les étudiants de l'Université de Sherbrooke. C'est-à-dire que vous pouvez embarquer à toute heure du jour et le week-end dans les transports urbains et c'est gratuit. Vous avez juste à présenter votre carte étudiante, ce qui fait en sorte que déjà, c'est des frais de moins. Les logements sont encore abordables comparativement à Montréal ou Québec ou d'autres grandes villes au Québec ou au Canada. Les logements sont encore abordables à Sherbrooke. Et puisqu'on veut aussi montrer nos bons coups, même si on est une petite université,
au Québec et au Canada. On est quand même au 11e rang des universités de recherche au Canada, donc 11e sur environ ce qu'on appelle les universités de recherche, des universités qui ont des facultés de médecine, ce qui est pas peu dire. Et entre autres, ce qu'on voit dans le premier élément, ben, on a cette culture de faire de la recherche très appliquée à l'Université de Sherbrooke. Donc, une culture du partenariat, de l'interdisciplinarité. Et vous allez voir, ça va se refléter dans les propositions de projets de recherche qu'on va vous proposer, les mandataires avec qui vous allez travailler. Donc, l'environnement est très appliqué. Première mondiale en termes de développement durable au classement STAR. Depuis plusieurs années, l'Université de Sherbrooke a décidé de faire du développement durable un enjeu central dans la planification de ses cours, de ses programmes, de ses installations physiques, humaines. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est au premier rang d'année en année. Et ce classement-là est un classement très prestigieux à travers le monde. Et encore cette année, on s'est classé premier. Même chose au classement Green Metric. Et en 2021, bon, ça fait 4 ans, vous allez me dire, mais je pense que cette culture-là est encore présente. On était une des universités les plus appréciées par ses étudiants, entre autres pour cette dimension humaine, cette nature, cette culture qu'on développe et qu'il y a autour du campus. J'ai vraiment l'impression d'essayer de faire un pitch de fort, mais il faut être chauvin, il faut être fier de notre université. Ok, donc on en a déjà parlé, on va rentrer assez vite dans le détail. Donc, une fois que vous êtes admis, vous allez à l'Université de Sherbrooke au Québec. Vous avez 2 sessions de cours, on va détailler juste après les cours, donc je vais juste brosser l'ensemble du parcours, puis je passerai directement à la dia suivante. 2 sessions de cours, un stage qui se réalise au Québec ou au Canada, je peux dire ça, Canada quand même, Simon, juste pour pas faire d'erreur, mais euh, on y reviendra. Mais donc, en tout cas, au Canada, c'est l'exigence a priori. Et puis, une fois que vous avez fait ces 3 sessions au Québec, vous revenez en Belgique et puis là, vous faites une session complète de cours ou de mission en entreprise. On va y revenir également en Belgique, suivi d'une session mémoire et du séminaire de clôture. Ce qui fait, en fait, c'est ça que Dany expliquait aussi en termes d'intensité de programme. Vous voyez que ben, voilà, vous allez avoir moins de pauses que les étudiants qui font un diplôme simple, c'est-à-dire que ben, il y a 5 sessions qui s'enchaînent pour pouvoir faire ce double diplôme. Alors, stage en milieu de travail, je pensais qu'il y avait les cours, ouais, juste après. Ben, on peut parler d'abord des cours et puis je reviendrai en arrière sur le stage, ça me paraît plus logique. Donc, je t'en prie, Dany, sur les cours de la première année. Oui, donc la première année qui se passe à l'Université de Sherbrooke, on installe vraiment tout ce qu'il faut pour développer ce réflexe de la pensée stratégique. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Surtout pour les étudiants européens, parce que nos deux, les 2 systèmes scolaires, donc au Canada, particulièrement au Québec et en Europe, sont inversés. C'est-à-dire qu'en Europe, au premier cycle, vous êtes peut-être beaucoup plus dans les aspects théoriques de la discipline en communication et c'est au 2e cycle qu'on développe les aspects pratiques. Au Québec, c'est plutôt l'inverse. En tout cas, dans notre baccalauréat ici à l'Université de Sherbrooke, le premier cycle est très pratique avec 1 an de stage. On est beaucoup dans le comment faire les choses et c'est au 2e cycle qu'on développe la pensée stratégique. Donc, ce que ça veut dire, pour quand même que ça soit clair pour nos collègues européens, le premier automne, vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes encore dans la théorie. Mais si vous restez dans cette impression-là, c'est que il y a des connexions qui vous restent à faire sur c'est quoi cette pensée stratégique-là. Donc, comment on développe des réflexes, des grilles d'analyse, des façons de voir un mandat de communication au-delà de juste de la gestion de communauté ou de la gestion en ligne ou faire des publications. On est vraiment dans
tous les aspects d'une stratégie d'entreprise. Donc, ce qui fait en sorte qu'à l'automne, bon, le séminaire d'intégration, on est plus dans un séminaire intensif pour essayer de mettre ensemble les cultures d'apprentissage, les cultures nationales, que vous découvriez le Québec, la façon de concevoir cette idée de la communication stratégique internationale. Vous avez un cours de problématisation pardon, de la recherche en communication. Ça, c'est pour déjà, dès le premier trimestre, commencer à penser à votre projet personnel, donc votre mémoire. Déjà commencer à vous demander, mais moi, quel aspect d'une entreprise qui a des enjeux internationaux ou d'une organisation, sur quoi j'ai envie de travailler? Est-ce que c'est justement les questions d'intelligence artificielle, de responsabilité sociale, de développement de marché? Donc, c'est quoi votre recherche que vous allez mener pendant ces 2 ans-là? Bien, dès le premier trimestre, on vous demande, on vous invite et on vous accompagne dans penser ce projet personnel-là. Analyse stratégique en communication, donc là, c'est à la fois personnel et professionnel, c'est-à-dire que dans ce cours-là, on vous donne les outils pour faire cette montée en stratégie-là, cette montée en réflexion sur des enjeux d'organisation, et ça vous permet à la fois de développer vos compétences personnelles, mais également vos compétences professionnelles qu'on mentionnait tout à l'heure, de leadership, de prise de décision, de créativité stratégique. Et le mandat en communication stratégique, c'est vraiment un projet professionnel, donc c'est un mandat réel. Par exemple, ce trimestre-ci, c'est 2 organisations qui existent en Europe et qui veulent s'implanter au Québec dans le domaine artistique et culturel. Un, c'est dans le domaine du jeu vidéo, l'autre, c'est dans le domaine des médias. Donc, qui existent déjà en Europe, ils veulent venir s'implanter au Québec. Alors, les étudiants ont développé un plan de communication et une réflexion stratégique pour permettre à ces 2 organisations-là de penser leur développement en sol québécois. Et à l'hiver, donc là, on rentre dans d'autres aspects de la pensée stratégique. Donc, un cours qui s'intitule Communication stratégique internationale. Donc, alors qu'au premier trimestre, on développe les outils d'analyse, bien, au deuxième trimestre, on prend ces outils-là puis on les met en œuvre dans la communication stratégique. Recherche en communication stratégique, on ne peut pas développer une réflexion et surtout une orientation stratégique dans une organisation si on ne comprend pas différents enjeux. Et ça, ben, il faut faire de la recherche. Et encore là, ça peut être comment faire des entretiens, des questionnaires, analyser des données primaires, des données secondaires pour faire des recommandations qui vont être pertinentes et intelligentes. Et en plus, ça nourrit votre projet de mémoire. Responsabilité sociale des entreprises, éthique et déontologie et aspects légaux. Là, on voit que c'est des enjeux qui sont périphériques aux organisations, mais qui sont souvent portés par des responsables des communications. Donc, comment une organisation doit avoir en tête ses impacts sur la société, donc sa responsabilité sociale. Éthique et déontologie, on est toujours tiraillé entre notre perspective personnelle, nos injonctions professionnelles et comment l'organisation agit dans l'environnement. Alors, comment on navigue de façon éthique et déontologique dans ces environnements-là. Et aspects légaux, ben, il y a toujours des considérations légales à avoir quand on communique dans un autre pays parce que la réglementation, les façons de faire sont différentes. Donc, 3 cours de 1 crédit, donc plus courts, mais qui vous permettent cette entrée-là en matière dans ces 3 aspects-là qui sont la RSE, l'éthique et les aspects légaux. Hop, le stage. Simon, est-ce que tu veux dire un mot? Oui, avec plaisir. Ben, je pense que Danny parlait de projet professionnel. Je pense que le stage devient une occasion justement de concrétiser ou en tout cas de mettre une première pierre pour certaines personnes par rapport à leur projet professionnel. Donc, effectivement, la session d'été, donc qui est la dernière en quelque sorte qui est réalisée en sol québécois, canadien. Ben, c'est le stage, justement, qui, comme le dit François tout à l'heure, peut être fait, oui, au Québec, mais potentiellement au Canada. Là, on a des personnes qui l'ont déjà fait à Vancouver ou un peu partout. Donc, c'est une possibilité qui vous est offerte. Et évidemment, vous n'êtes pas laissé comme ça à essayer de vous trouver un stage dans un pays où est-ce que vous venez de débarquer. On a le service des stages et du développement professionnel, en fait,
va vous accompagner, qui va vous dire un peu comment ça fonctionne, le milieu professionnel au Canada, au Québec, comment monter un CV, donc qui va être à même de charmer les employeurs, comment se comporter aussi en entrevue. Donc, il y a toutes ces étapes-là, en quelque sorte, pour lesquelles vous avez de l'accompagnement, généralement pendant l'hiver qui précède le stage. Et ensuite, vous quittez souvent en dehors de la région sherbrookeoise. La plupart des personnes réalisent leur stage ailleurs. Donc, c'est inscrit là, mais c'est autour de 450-500 heures. Pour traduire ça de manière un peu plus claire, c'est de 12 à 15 semaines à temps complet. Et nos stages sont rémunérés. Donc, c'est une exigence qu'on a par rapport aux stages qu'on demande à nos étudiantes et étudiants de suivre. Donc, vous avez là quelques exemples de milieux de stage qui ont été, que nos étudiants et étudiantes ont exploré dans les dernières années. Voilà. Merci. Euh, voilà, le deuxième quadri, je, on a fait une petite réforme de programme, donc il y a peut-être encore des fluctuations possibles. Donc, je mets un disclaimer ici. Donc, peut-être qu'on va encore bouger sur les cours. Alors, ce qui est important, et je pense que c'est relatif à ce que Dany a dit, comme vous venez de parcours de formation en bac qui sont différents, quand vous arrivez mais en Belgique, soit vous avez la possibilité d'approfondir encore dans des domaines de communication plus appliqués, soit vous allez plutôt aller vers une mission stratégique qui vous serait proposée. Je m'explique. Par exemple, si vous avez fait un parcours, notamment au Québec, en relations publiques, vous allez peut-être sans doute avoir déjà eu des cours de communication de crise, de communication interne, que sais-je. Et donc, peut-être que les cours qu'on vous propose dans le parcours d'approfondissement sont déjà des choses que vous aurez déjà vues. Euh, ou au contraire, ben, parce que vous avez eu un bachelier plutôt théorique, vous avez encore des choses à développer en termes de compétences plus pointues, notamment en communication de crise, en communication interne, qui vous intéresseront. Donc voilà, donc le cours de stratégie de communication, on l'a remis ici, ça fait un peu encore de la communication stratégique, mais c'est dans ce cours-là qu'on va intégrer les éléments liés au management d'équipe et au management de la communication. Sera aussi proposé, et on l'a changé juste avant, mais je le dis oralement, le cours de Internal Communication and Change Communication. Donc, si vous êtes intéressé par la gestion du changement, la communication interne, bah, ce cours-là, qui était déjà en fait dans la maquette initiale, sauf cette année-ci parce que bah, je suis en sabbatique. Donc c'est pour ça. Et donc vous avez ce cours-là ou le cours de stratégie, un cours de communication de crise et un cours qui est plus Cross-Cultural Competencies and Management, qui est un cours de l'école de gestion ici, mais qui est quand même intéressant aussi par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure et à la question qui était évoquée, comment ben, on prend en considération des enjeux d'interculturalité dans la gestion d'équipe et la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est des cours qui vous sont proposés, sachant que ben, la deuxième année, c'est une année où vous allez de plus en plus travailler sur votre mémoire ou votre projet d'essai. Et donc, c'est important que ben, voilà, vous ne soyez pas non plus surchargé par cela. Alors, l'alternative à des cours, c'est, ben, moi, si votre souhait, c'est de continuer à développer ben, vos compétences à travers des projets appliqués. Donc, on a parlé du mandat la première année, qui est un mandat collectif, accompagné par ben, un titulaire ou une titulaire de cours qui vous accompagne dans un mandat collectif. En fait, l'immersion professionnelle, c'est un mandat, mais que vous réalisez en entreprise de façon individuelle, coaché par moi-même, que je vous suis à distance, entre guillemets. Et donc là, l'idée, c'est de vous permettre d'aller pas faire un stage, parce que le stage, en général, les stages sont plus opérationnels en communication, hein, corrigez-moi, mais je pense que c'est essentiellement ça. Là, ce qu'on recherche à travers l'immersion professionnelle, c'est à vous amener à faire
ce qu'on a évoqué au tout début, plutôt une analyse stratégique, donc comme si vous étiez consultant en communication, puis vous allez dans une organisation, vous allez peut-être faire quand même de l'opérationnel, mais on souhaite qu'il y ait une couche de réflexion stratégique qui se rajoute à ces activités opérationnelles que vous allez faire, quoi. Donc voilà, j'ai parlé tout à l'heure d'une étudiante qui faisait une analyse des risques IA et une autre étudiante qui travaille sur la communication d'une agence qui est spécialisée dans les enjeux environnementaux. Donc là, pour le coup, c'est une Belge qui est restée au Québec pour faire sa mission. Donc, elle fait ce travail-là. Donc, comment est-ce qu'on travaille au développement de la réputation, de la notoriété d'une agence de communication? Et puis, un mandat qu'elle a en plus de ça, c'est celui de réfléchir à la place de l'usage de l'IA dans cette agence de communication, sachant que c'est une agence qui est sur des enjeux de communication environnementale et écologique. Et on sait que il y a des gros enjeux environnementaux derrière l'usage de l'IA. Et donc là, on a une tension quelque part qui est très présente. C'est comment est-ce que on reste performant, entre guillemets, dans le champ de la communication, tout en intégrant l'IA, mais en respectant les valeurs qui sont fondamentales pour l'organisation. Et donc, c'est une réflexion qu'elle mène aussi à travers cette agence. Donc, vous voyez, c'est, comme Dany l'a dit tout à l'heure, ce type de mandat de réflexion stratégique avec recommandations qui peuvent être faites. Alors, pour les Québécois qui sont intéressés, on insiste sur la dimension internationale, c'est-à-dire que cette mission doit pouvoir se faire dans le contexte belge ou européen. Et donc, il ne s'agit pas de faire une mission en disant je ne vais pas en Belgique et je fais ma mission au Québec. Ça, c'est juste pas possible. Euh, Au deuxième quadrimestre, on vous laisse beaucoup de temps pour finaliser votre mémoire ou votre projet d'essai. On a des exigences quand même assez élevées parce que c'est un master, ce sont 2 masters universitaires en matière de développement de vos compétences dans les démarches scientifiques, qui sont des savoir-faire qui vont de toute façon vous servir dans votre vie plus tard, quel que soit votre travail. Euh, et c'est un mémoire qui doit être vraiment en lien avec des enjeux stratégiques, ça a déjà été dit, mais aussi international. Donc nous, on a à cœur, en tout cas, que ça reste dans votre scope. Et enfin, le séminaire, on a commencé par un séminaire d'intégration, on termine par un séminaire où on choisit un enjeu de stratégie de communication internationale. Ici, depuis cette année-ci, on réinsiste sur la dimension internationale, donc travailler sur les enjeux d'internationalisation. Cette année, on travaille sur les questions de multilatéralisme et la manière dont les institutions travaillent sur leur stratégie de communication au regard des tensions qui existent à l'international et les coups de boutoir qui sont mis sur le multilatéralisme et comment finalement on développe des stratégies de communication pour défendre cette approche-là. Voilà, ça peut être un autre sujet l'année prochaine, ça change chaque année, mais l'idée c'est de clôturer avec un projet avec toute la cohorte en lien avec ces questions-là. Je vois Voilà. le potentiel Ouais. quand même. On peut peut-être prendre les questions, comme ça on abordera les informations générales à travers ça. On a été bavard, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous a donné pas mal d'infos. Je propose du coup, de toute façon, on vous enverra l'ensemble des slides, tous ceux qui sont inscrits. Mais peut-être qu'on peut prendre vos questions ici si vous en avez. Je suis certain qu'il y aura des questions en lien avec les slides qu'on n'a pas présentés. Voilà. Voilà, donc voilà, on espère que ça vous a donné suffisamment d'infos sur le programme, mais n'hésitez pas à poser les questions, on est là pour y répondre. Pas de questions? Je suis sûr qu'il y en a. Des questions sur l'admission, sur à quel moment, de quelle façon est-ce qu'il faut déposer nos Moi, dossiers d'admission. je vais jouer l'étudiant ou l'étudiante. C'est bien beau là, aller se promener en voyage dans un autre pays, une autre université, mais est-ce qu'on a de l'aide financière pour faire ça?
Et je Bonne vais question. répondre à cette question-là. La réponse, c'est oui, parce que non, mais moi, je me la serais posée comme étudiante. Et oui, tu sais, comme étudiant. Donc, oui, dans les deux universités, je peux parler de l'Université de Sherbrooke, mais à partir du moment où on a des personnes qui sont rentrées par la porte de l'Université de Sherbrooke et qui sont des étudiants en attache à l'Université de Sherbrooke, quand vous quittez pour aller en Belgique, vous avez ce qu'on appelle des bourses de mobilité. Ça veut dire que pour chacune des sessions que vous allez passer en Belgique, vous recevez 5 000 $. Ah, quand même. Donc, c'est à prendre en considération parce que oui, il y a toute la question scolaire, pédagogique, mais il reste qu'on vous donne des moyens pour réaliser également des programmes comme ceux-là. Je ne sais pas si Mélodie veut dire un peu ce qui Oui, existe à Lucie Louvain, parce qu'il y a la même chose pour les personnes qui viennent au Québec, évidemment. exactement. Donc, si vous partez au Canada pendant 1 an, vous avez aussi droit à des bourses, enfin, à une bourse de mobilité. Et les étudiants avec moins d'opportunités, comme on les appelle, ont des aides supplémentaires aussi. Donc, ça, si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai. Voilà, ça doit pas être un frein. Et Simon, je pense même que les étudiants peuvent travailler durant leur année. Je ne sais pas si c'est encore possible, voilà. Oui, absolument. En Euh, fait, pour réaliser le stage, ça vous prend un permis de travail. Puis à partir du moment où vous avez le permis de travail, et même sans le permis de travail, même quand vous êtes en train d'attendre le permis de travail, vous avez la possibilité de travailler. Je pense que c'est jusqu'à un maximum de 23 heures par semaine, il me semble, le chiffre magique, là. voilà. Ce qui vous permet donc, en plus, pendant que vous êtes ici, en plus des aides que vous recevez de Lucie Louvain, c'est de pouvoir d'aller chercher de l'argent de poche de cette manière-là, en plus, effectivement. C'est bien de le Exact. préciser. Oui. Awa, c'est ça, c'est ton prénom? Oui, ouais. Moi, je me demandais, donc vous dites qu'on peut même travailler sur place, mais voilà, comme vous l'avez bien dit, on a un double diplôme en 2 ans, du coup en fois deux fois moins de temps. Est-ce qu'on aura le temps de travailler? Est-ce que c'est réaliste? En gros, c'est ma question. Est-ce que c'est réaliste d'avoir un job étudiant sur le côté, tout en étudiant, sachant que déjà l'année est compressée et elle est beaucoup plus chargée? Donc c'est quelque chose que Ben, vous pas du tout. mais j'aurais deux volets de réponse. La première, c'est il y a des opportunités à l'intérieur du programme aussi. Donc, on est, je parle surtout là, à l'Université de Sherbrooke, la plupart des professeurs sont également, évidemment, chercheurs aussi, et on a beaucoup de projets de recherche appliqués. Donc, il y a des occasions de travailler dans des équipes, dans des centres de recherche, puis encore là, sur des choses très, très appliquées, là. Par exemple, moi, j'ai embauché une étudiante qui a travaillé avec nous à développer des ateliers de formation pour des spécialistes en communication pour intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus. Alors, elle a travaillé avec nous sur ce projet-là, qui est un projet de recherche, mais pour lequel on l'a embauché, puis elle travaille encore avec nous sur ce projet-là. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de travailler à l'intérieur du département, donc qui ne vous éloigne pas trop, qui vous garde connecté avec l'équipe professorale, avec vos collègues étudiants et étudiantes, et qui fait en sorte que vous avez moins le sentiment d'être en tension entre ben, euh, avoir un job et avoir une rémunération et étudier. Bien sûr, on ne recommande pas de travailler 20 heures par semaine parce que vous n'allez faire que ça. Euh, Bon, chaque personne est un peu différente dans sa façon de travailler, d'étudier, de sa capacité à travailler tard ou tôt. Mais c'est sûr que dépasser une dizaine d'heures par semaine, ça commence à être extrêmement exigeant parce que vous avez 5 cours par semaine. En tout cas, quand vous êtes au campus de Sherbrooke, vous avez 5 cours à faire durant le trimestre, mais un cours de deuxième cycle. Donc, pour un 3 heures de cours en classe au deuxième cycle, il faut compter de 3 à 6 heures de travail en dehors du cours. Donc, rapidement, votre semaine en termes de présence en classe ou de travaux à faire en dehors est rapidement comblée. Donc, il ne reste plus tant de temps pour travailler 20 heures par semaine. Ça, même si c'est administrativement possible de le faire, on ne recommande pas de dépasser un 10 heures par semaine, sinon tôt ou tard, il y a une partie qui va en souffrir, là. Ouais. Raphaël a une question? Oui, vous l'avez peut-être mentionné, puis je ne l'ai pas entendu, là, mais vous parliez de les notes, la code Z minimale, en fait, pour rentrer au programme. Puis je me demandais c'était quoi. Alors, ça dépend de où vous postulez, mais je suppose que ce sera au Québec. Donc, C'est ça. Ouais, ben, du De notre, Québec.
Ouais, Ouais. ouais, de notre côté, pour les Québécois, finalement, et les Québécoises, pour les personnes qui viennent postuler du côté de l'Université de Sherbrooke, c'est 3,0 sur 4,3. Ça, OK. c'est la cote minimale. Et on parlait d'argent tout à l'heure. Si vous avez une moyenne au-dessus de 3,5, automatiquement, vous recevez à l'admission, avant le 1er mars, vous recevez un 1 500 $ de bourse d'excellence au moment où vous commencez votre programme, finalement. Donc, 3,0 pour les personnes de l'Université de Sherbrooke, pas besoin de lettre de recommandation. Pour les personnes qui viennent d'ailleurs, ça prend une lettre de recommandation. Mais voilà, c'est assez simple les démarches pour le dépôt de la demande, surtout quand vous êtes quelqu'un, comme j'en vois quelques-unes personnes, qui avaient fait le baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. OK, merci. Mélodie, tu veux répondre pour chez nous? Oui, pour du Louvain, donc on demande une moyenne de 14 sur 20 pour l'ensemble du bachelier. Et donc, il faut nous envoyer votre relevé de notes, donc si vous êtes en dernière année, des 2 premières années de bachelier et de la session de janvier. Et la date limite pour candidater chez nous, c'est le 15 février, puisque si vous êtes sélectionné pour un entretien devant le jury, il faudra faire toutes les démarches pour le Canada qui prennent du temps. Donc ça, Simon vous contactera à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on fait ça assez tôt. Voilà. Oui, puis ça permet justement de mentionner le fait que contrairement peut-être à d'autres parcours de deuxième cycle, nous, on aime rencontrer les candidats et les candidates en entretien. Donc, ce n'est pas juste sur la base strictement du dossier académique, mais également sur la base d'un entretien. Alors, à partir du moment où vous faites votre demande d'admission et que vous répondez aux critères minimaux d'admission là, en termes de notes, en termes de formation de premier cycle, vous allez recevoir toutes les informations sur qu'est-ce qu'on attend de cette entrevue-là. Donc, habituellement, on vous fournit un texte qu'on aimerait que vous lisiez, sur lequel on veut revenir avec vous pour discuter avec vous, puis voir un peu comment vous réfléchissez déjà à partir de réflexions un peu plus complexes. Mais aussi, on veut apprendre à vous connaître, comprendre vos motivations. Et donc, il y a un processus aussi d'entrevue qui fait partie de la démarche d'admission. La première étape, c'est vraiment de faire une demande d'admission. C'est ça qui active tout le reste du processus. Ah ouais? Question aussi. Ouais, moi je me demandais, vous parlez beaucoup voilà, d'étudiants en fin de baccalauréat. Personnellement, je suis en première année de master, j'ai terminé Ouais. mon bachelier l'année passée, et là je suis en master d'1 an. Voilà, la note, la moyenne minimale obligatoire pour moi, ce serait quoi? Mes notes de bachelier ou de celles de master? Bah, on regarde l'ensemble du parcours, donc c'est pas rédhibitoire non plus. Enfin, la 14, c'est vraiment en fait, on veut voir la tendance plutôt que d'avoir un 14 tout beau, tout net. On sait que c'est, en tout cas dans les systèmes européens et belges en particulier, c'est pas évident, notamment en première année, d'avoir 14 de moyenne. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que vous êtes sur une tendance qui fait qu'à la fin de l'année de votre bachelier ou de votre année que vous faites actuellement, vous aurez 14. Et donc voilà, donc si vous avez 10, ça passera pas, je vous le dis tout de suite, 10 de moyenne, mais bon, quelqu'un qui est entre 13 et 14, qui a fait une bonne session, voire une très bonne session en janvier, on va recevoir cette personne, d'accord? Donc on n'est pas aussi carré que ça, enfin en tout cas du côté belge, parce qu'on sait que voilà, c'est pas toujours évident. D'où l'importance de préparer son entretien et de venir avec d'autres arguments qui sont votre projet de formation, qui pèsent tout autant que la note. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'est pas possible de partir si vous avez un échec à la fin de l'année. Je le précise maintenant. Donc, si vous avez un accident et que vous avez un échec, donc vous devez réussir tout en juin en Belgique pour pouvoir partir. Ça, c'est une règle qui vaut pour toute l'école de communication dès que vous voulez partir à l'international. Il faut une clean sheet, comme on dit, c'est-à-dire pas d'échec en juin. Voilà. Je voulais pas casser l'ambiance, hein, mais ça donne une petite carotte pour travailler, pour y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a Ce qui d'autres est, questions, d'autres... voilà, ce qui est important peut-être de préciser, c'est que bidiplôme, ça veut dire que vous avez le statut plein d'étudiants des deux côtés. Donc,
en termes de frais d'inscription. Donc, si vous êtes admis à l'UC Louvain à travers le processus, vous allez payer vos droits, votre Minerval, vos droits d'inscription en Belgique, et vous ne payez pas des frais d'inscription autres que des frais administratifs qui sont minimaux au Québec. La même chose dans l'autre sens, si vous êtes admis via l'Université de Sherbrooke, vous n'allez pas payer une deuxième fois les frais d'inscription en Belgique. Donc on ne paye que dans une seule université les frais complets d'inscription à l'université. Je pense que c'est important aussi que vous ayez cette information dans vos calculs et dans votre évaluation de ce projet global. Voilà. D'autres questions? Je pense Voilà. que n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées par l'entremise là, de l'événement Teams. Donc, si vous ne savez pas à qui poser votre question, écrivez aux 4 et on répondra bien l'un ou l'autre ou on transmettra la question à qui de droit, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des questions qui pourraient émerger un petit peu plus tard. J'aurais comme envie pour les personnes que c'est déjà clair dans leur esprit qui souhaitent déposer leur candidature, vaut mieux tôt que tard, parce que vous le savez, puis justement, vous allez travailler en communication stratégique internationale. En ce moment, le contexte international rend ici au Canada et au Québec, il y a plusieurs aspects qui sont devenus plus compliqués qu'ils ne l'étaient en termes de visa d'étudiants, tout ça. Alors, plus vous commencez votre processus vite d'admission, plus on peut rapidement vous mettre sur les rails pour satisfaire aux exigences administratives et étatiques pour votre venue ici. Je parle surtout là, pour les candidats et candidates de l'UCL ou de l'Europe. Alors, tardez pas. Donc, le plus rapidement, le mieux. Donc, Voilà. oui. En tout cas, merci de votre présence, hein. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de l'intérêt pour ce beau programme. Voilà, on y met du cœur et du cœur à l'ouvrage aussi pour l'améliorer en permanence en espérant qu'il rencontre vos attentes. Et puis nous, ça nous fait plaisir de voir que voilà, il y a autant de personnes qui sont là pour montrer leur intérêt. Et puis on espère recevoir vos dossiers et on lira ça attentivement pour vous rencontrer, on l'espère, courant de deuxième quadrimestre. Puis d'ici là, on peut vous souhaiter déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, meilleurs vœux, et que tout se passe bien dans vos vies. Voilà. Ça, un bon souhait. Au plaisir, Ouais. tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Bye, Merci, bienvenue, au bye, revoir. François. Merci. À bientôt, au revoir. Merci.